Place à notre invité, Maude Bréjon, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Vous le savez sans doute, LCI réalise depuis hier et jusqu'en juin un sondage quotidien des intentions de vote pour les européennes. Alors pour se rendre compte évidemment de l'opinion des Français au jour le jour, le RN atteint 32%, 19% pour Renaissance. Comment vous expliquez que vous vous soyez fait autant distancer et surtout qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour corriger le tir, si on peut encore le faire d'ailleurs? La campagne vient juste d'être lancée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que notre détermination au sein de la majorité présidentielle, elle est totale. Elle est totale parce que l'Europe est à une croisée des chemins et c'est ce que porte notre candidate Valérie Ayé. Nous, on est convaincus que pour répondre aux enjeux majeurs auxquels on est confronté, je pense à l'immigration, je pense à l'écologie, je pense à l'économie, on a besoin d'avoir une Europe forte et non pas une France qui se rétrécit. Et ça, c'est ce que porte Jordan Bardella. Et puis ensuite, dans un contexte international avec ce qui se passe, la guerre en Ukraine, vous en parlez beaucoup sur votre antenne, on a besoin d'une Europe puissante parce que c'est cette Europe qui nous garantira la paix. Et vous dites, la campagne vient de commencer, oui, du côté de Renaissance, sauf que justement, on est quand même à 2 mois du scrutin, c'est un petit peu tard. Je veux dire, d'autres partis se sont mis en place avant, notamment le RN qui avait déjà désigné son candidat bien avant. Valérie Ayé a été désignée très tard, c'est aussi un problème. Oui, mais en 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses pour commencer. Et puis ensuite, Valérie Ayé, elle n'a pas commencé à travailler hier. Elle est présidente de notre groupe au Parlement européen, elle est du public très tard. Eurodéputée depuis 5 ans. Et puis moi, je vais vous dire, je suis très fière qu'on ait nommé une femme qui certes était peut-être pas très connue des Français lors de sa nomination, mais qui vient de la société civile, qui a un chouette parcours, qui vient de la Mayenne, dans lequel je pense beaucoup de Françaises et Français peuvent se reconnaître. Et c'est aussi notre honneur de faire émerger des talents, comme c'est le cas pour Valérie. Mais elle a effectivement certainement beaucoup de qualités, encore une fois, mais ça n'anticipe pas peut-être le retard qui a été pris. Charge à nous de la faire connaître davantage et encore une fois de défendre nos positions parce que je le redis, les élections européennes du 9 juin prochain, et allez voter, sont probablement les élections européennes les plus importantes qu'on ait jamais vécues. Chose étonnante aussi, c'est la progression de Raphaël Glucksmann pour la liste du PS et de Place Publique. Comment vous percevez ça justement et comment est-ce qu'il a réussi à séduire le public là où, encore une fois, Renaissance n'arrive peut-être pas encore suffisamment et là aussi c'est allé très vite. On ne peut pas dire de Raphaël Glucksmann qu'il se prépare depuis des mois et des mois. Moi, la seule chose que j'ai à dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que Raphaël Glucksmann a fait campagne lors des dernières élections législatives autour du programme et de l'alliance de la NUPES qui avait comme volonté de porter Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Raphaël Glucksmann a fait campagne pour porter Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Et ça, c'est une différence fondamentale entre les valeurs que nous on porte et les valeurs que porte Raphaël Glucksmann. Et donc, c'est vraiment ce message que je voudrais passer aux électeurs de gauche, qui ont pu voter Macron, qui pourraient hésiter encore. On est vraiment sur, je pense, 2 visions complètement différentes. C'est pour tenter de le discréditer, vous dites ça, pour faire en sorte qu'il soit mal perçu? Je le pense fondamentalement, ça n'enlève pas les qualités personnelles qui sont les siennes. Mais je crois qu'encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui dans la gauche française, il y a participé à son niveau. Vous avez dit tout à l'heure, en vous adressant au public, allez voter. Effectivement, 44% des Français pensent aller voter pour ces européennes. C'était 52% en 2019. Ça recule, c'est pas bon signe. On a un enjeu commun, les politiques, les médias, à faire connaître cette date, à faire connaître l'importance de cette élection. C'est probablement le message, en tout cas, qu'on peut passer en commun. Allez voter le 9 juin. En tout cas, si jamais le sondage bouge, et il bouge effectivement au jour le jour, vous en saurez plus à partir de 17h sur LCI pour suivre les derniers chiffres de notre sondage. On va parler un petit peu économie, si vous le voulez bien, parce que notre pays est en déficit, ça on sait, 154 milliards d'euros. Il faudra donc urgemment trouver 10 milliards dans un premier temps. Les oppositions vous réclament un projet de loi de finances rectificative. Pourquoi ne pas le lui donner? Visiblement, ça a été écarté par Emmanuel Macron. Pourtant, ça rassurerait les agences de notation. Ce serait bienvenu. Que les oppositions se rassurent, on débattra cette année, comme chaque année, du budget à l'Assemblée nationale. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que cette demande de la part d'Éric Ciotti et d'autres d'avoir un projet de loi de finances rectificatif est plus qu'un prétexte, c'est un piège. Et on voit bien là où ils veulent nous emmener. Jamais les Républicains n'ont voté de baisse de dépenses. Lorsqu'on reprend leurs amendements, leurs propositions durant le projet de loi de finances de l'année dernière, c'était 124 milliards de dépenses supplémentaires. Nous, on a pris nos responsabilités avec déjà 10 milliards d'euros de baisse de dépenses qui ont été avancées et on continuera à le faire par des baisses de dépenses parce que notamment lorsqu'on parle de dépenses sociales, il faut que ce soit des dépenses sociales financées et non pas des dépenses sociales à crédit. Je rappelle que les dépenses sociales ont doublé en 20 ans
en France. Et puis ensuite, effectivement, en continuant notre politique sur le travail, parce que à la fin, la vraie réussite, c'est le plein emploi. Le plein emploi, c'est moins de dépenses et c'est plus de recettes pour l'État. Peut-on encadrer ou limiter le droit de grève? C'est une question qui sera débattue cette semaine au Sénat, portée par la droite. Le gouvernement, je crois, y est opposé. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement de cette idée? C'est une proposition de loi qui est portée par le président Hervé Marseille. Et je vais vous dire, je pense que Hervé Marseille a raison de mettre le sujet sur la table. D'abord parce que ça touche le quotidien de beaucoup de Français. Et on est nombreux à l'avoir vécu. Moi, mes parents habitent en province. Quand on ne peut pas rentrer lors des fêtes pour aller voir son père ou sa mère qu'on n'a pas vu depuis des mois, en fait, je pense que c'est un problème. Et ensuite, ça pose une question... syndicats prennent en otage les Français, les usagers? Ça pose une question qui est très intéressante. C'est parce qu'au fond, il y a dans ce sujet-là, il y a deux droits populaires acquis de longue date qui s'opposent. D'un côté, le droit de grève et de l'autre, les congés payés. Ce que veut faire Hervé Marseille, je crois, c'est arriver à les articuler plutôt qu'à les opposer. Et bien sûr qu'on aurait préféré que ça passe par le dialogue social, qu'on arrive à avoir un accord des partenaires sociaux. Mais en tout état de cause, je ne sais pas dire aujourd'hui si je la voterai ou pas quand elle arrivera à l'Assemblée nationale. Il y a encore un cheminement législatif à opérer. Mais je partage l'esprit. Je partage l'esprit de cette loi. Est-ce que vous estimez qu'il y a de l'abus de la part de certains syndicats, qu'on utilise trop facilement ce droit de grève et surtout dans des périodes qui ne sont pas propices pour les Français? Je pense que le droit au congé payé est aussi légitime que le droit de grève. Et qu'en ça, la réflexion du président Marseille est tout à fait pertinente. Il y a aussi une autre question, c'est celle de Gabriel Attal qui propose de réduire la durée d'indemnisation des chômeurs de 15 à 12 mois minimum afin de favoriser un retour à l'emploi. C'est très impopulaire, on va marcher sur des œufs avec ce type de proposition. Alors, d'abord, l'ensemble des arbitrages n'ont pas été rendus sur ce projet de réforme. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette future réforme de l'assurance chômage, annoncée par le Premier ministre, c'est une des briques à l'ensemble de nos politiques de l'emploi et de nos politiques d'attractivité. Comme le fut la baisse de charges, comme le fut les différentes réformes qui ont déjà été portées, tout ce qui a été mené, par exemple, sur l'apprentissage, pour aider les jeunes à rentrer sur le marché du travail, tous les dispositifs de formation qui sont mis en place. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est le plein emploi. Et le plein emploi, c'est bon pour tout le monde. C'est d'abord bon pour les Français, c'est ce qui vous permet de payer vos factures, de payer vos loyers. Le travail, c'est quand même d'abord ça. C'est un vecteur de socialisation important. Je crois également un vrai levier vis-à-vis, encore une fois, de ces questions de déficit et d'économie. Je le disais, plus de travail, c'est moins de dépenses pour l'État. Donc, c'est vertueux. Ce matin, Gérald Darmanin précise les conditions dans lesquelles se feront les Jeux Olympiques, en tout cas d'un point de vue sécuritaire. C'est-à-dire qu'il précise quelques mesures pour savoir quels seront les accès à certaines zones notamment. Tout cela est très précis et très pointu. Il le dit, il y a passé beaucoup de temps, depuis longtemps. Est-ce que selon vous, la sécurité est 100% assurée? Bien sûr, on n'est jamais à l'abri de rien, mais est-ce qu'on a vraiment fait tout ce qui était possible pour s'assurer que tout se fasse dans les meilleures conditions sécuritaires, j'entends? Ce qu'explique très bien le ministre de l'Intérieur et ce que je voudrais redire ce matin, c'est que jamais un événement en France n'aura été autant sécurisé. Aussi jamais parce que la menace n'a jamais été aussi forte. De policiers et de gendarmes n'auront été déployés en si grand nombre, 45 000 policiers et gendarmes, avec une zone qui sera sanctuarisée en amont. Il faudra s'inscrire pour pouvoir y rentrer, montrer patte blanche, si je puis dire, avec un seul objectif. L'objectif, c'est la sécurité des Français. Et la première mission du président de la République, du ministre de l'Intérieur, sous l'autorité d'Emmanuel Macron, c'est de protéger les Français. Donc je crois que on met tous les moyens nécessaires pour tendre vers le risque zéro et en assumant cette grande fierté française d'accueillir les Jeux Olympiques. Je pense que voilà, on serait tous très heureux, soit d'assister aux épreuves, soit de les regarder à la télé, en famille ou entre amis, et ça va être un beau moment de fête. Est-ce que vous pensez qu'on est intégralement prêt pour les JO? Et je ne parle pas que de l'aspect sécuritaire, je parle de l'ensemble des épreuves, tout ce qui est sécurité, santé. On l'a dit évidemment, il y a le problème des infrastructures, il y a la propreté, il y a l'eau. Est-ce qu'on est fin prêt? Est-ce qu'on y arrivera surtout? Oui, moi je suis confiante. On a des équipes qui sont toujours extrêmement mobilisées. Il y a des alternatives qui sont toujours prévues. J'entendais vos experts en parler tout à l'heure. Donc ça avance bien. On est dans les temps. Et vraiment, je voudrais remercier l'ensemble des personnes, salariés, bénévoles, élus nationaux et locaux, mobilisés sur cette question parce que, voilà, encore une fois, ce sera un grand moment, j'espère, d'unité et de fierté. J'aimerais aussi qu'on parle de la violence qui est un peu partout, à l'école notamment. On a vu récemment un jeune
jeune de 15 ans tué après avoir été passé à tabac. Dans les hôpitaux également, il y a un brancardier qui lui aussi a été roué de coups parce que l'attente d'un patient était jugée trop longue. C'était seulement un quart d'heure pourtant. Il faut faire quoi face à cette violence? Qu'est-ce qu'on prévoit du côté du gouvernement? Est-ce qu'il faut prévoir quelque chose? Est-ce que ça relève d'une tendance générale que vous percevez aussi? D'abord, je pense qu'il faut regarder la réalité en face. Et le président de la République l'avait dit, on fait face à une décivilisation en France. Et face à ça, ma conviction, c'est qu'il y a besoin de remettre de l'autorité à tous les étages. Dans la rue, à l'école, dans les lieux publics. C'est ce qu'on a fait, avec le déploiement de forces de l'ordre supplémentaires, c'est ce qu'on fait quand on travaille sur la justice. J'ai des collègues qui, par exemple, appellent à de nouvelles réformes sur la justice des mineurs. Moi, j'y suis également favorable. C'est ce qu'a porté le Premier ministre, lorsqu'il était notamment ministre de l'Éducation nationale, et ce qu'il continue bien sûr de faire depuis Matignon, un message extrêmement fort. Ça part plus de répression. Un message extrêmement fort à l'égard de l'institution scolaire, de soutien, pour encore une fois marquer des lignes rouges. Et donc c'est ce qu'on continuera à faire. Je crois qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y a de la violence partout et tout le temps, mais en revanche, il y a une violence, une extrême violence, avec des publics de plus en plus jeunes, et qui doit nous inquiéter, et qui, moi, m'inquiète. Merci beaucoup, Maud Bréjon, d'avoir été notre invitée ce matin.